Je suis arrivé à la maison épuisé après une nouvelle journée passée au milieu des gens. J'ai jeté mon sac à dos dans un coin et je me suis effondré sur le canapé, sentant le poids invisible de toutes les conversations vides et des commentaires méchants qui m'avaient collé à la peau tout au long de la journée. Vous savez, ce sentiment d'avoir épuisé toute votre énergie sociale pour supporter les gens, c'est exactement ce qui s'est passé. En fixant le plafond du salon, je me suis demandé si le problème venait de moi, si j'étais trop asocial ou si quelque chose n'allait pas avec le type de socialisation que je pratiquais. Depuis que je suis petite, j'entends dire que les êtres humains sont des animaux sociaux et que personne n'est une île. Mais honnêtement, j'ai longtemps pensé que j'étais peut-être l'exception. Lors de fêtes, de réunions de famille ou même de conversations au travail, je ne me sentais pas à ma place et je me sentais aspiré. Ce n'était pas vraiment de la timidité, mais plutôt un épuisement face à certaines personnes. Il me semblait que chaque interaction s'accompagnait d'un jugement, d'une compétition ou de négativité. C'était comme si chaque rencontre sociale avait un prix caché à payer sous forme de stress mental. Ce soir-là, je me suis souvenu d'une phrase célèbre de Jean-Paul Sartre. « L'enfer, c'est les autres ». Lorsque je l'ai entendue pour la première fois, j'avoue avoir ri amèrement en la reconnaissant. Sartre l'a peut-être écrite dans un contexte particulier, mais pour moi, elle sonnait juste. Être entouré de personnes toxiques était mon propre enfer. Je pensais même que je serais plus heureux, isolé dans une cabane isolée, que d'échanger des sourires forcés lors de rencontres quotidiennes. J'ai regardé mon téléphone portable qui émettait des notifications, des messages d'un groupe dont je faisais partie plus par obligation que par affinité. J'ai lu une demi-douzaine d'indirections et de blagues pas drôles qui s'y trouvaient et qui n'ont fait que confirmer ce que je ressentais déjà. J'ai raccroché le téléphone. La dernière chose dont j'avais envie, c'était d'un contact superficiel qui ne ferait que me rappeler à quel point la cohabitation était épuisante. Avec un lourd soupir, j'ai fermé les yeux et j'ai souhaité, du fond du cœur, la paix. Peut-être, me suis-je dit, que le problème n'est pas le contact social en soi, mais plutôt les personnes avec lesquelles j'ai été en contact. Cette idée m'a frappé de plein fouet. Et si ce n'était pas moi qui étais insociable, mais l'énergie toxique que certaines personnes apportent, comment se fait-il qu'avec certaines personnes rares, je puisse parler pendant des heures sans me sentir épuisé, alors qu'avec d'autres, 5 minutes suffisent à me donner envie de fuir? Cette question résonnait dans ma tête. Je me suis souvenu des grandes conversations que j'avais eues avec un vieil ami, au cours desquelles j'avais perdu la notion du temps, sans avoir l'impression d'être sur mes gardes. En revanche, j'ai repensé au déjeuner au travail ce même jour. Des collègues qui colportaient des ragots, l'un d'entre eux critiquant violemment un ami qui n'était même pas là pour se défendre, un autre rivalisant pour savoir qui raconterait l'histoire la plus impressionnante. Pas étonnant que je sois rentré chez moi épuisé. Je me suis levé du canapé, agité. Je suis allé sur l'étagère et j'ai sorti un livre de philosophie que j'avais commencé à lire il y a quelque temps, une compilation des pensées d'Arthur Schopenhauer. À l'époque où je l'ai acheté, je devais chercher une explication à mon pessimisme social. J'ai feuilleté quelques pages jusqu'à ce que je trouve un passage souligné. Schopenhauer, connu pour son sarcasme pessimiste, semblait bien comprendre cette lassitude face au monde. Lui-même préférait la compagnie de son caniche à celle des autres et ne se lassait pas de souligner la mesquinerie de la nature humaine. Chacun est par nature plein d'exigences envers les autres et d'excuses pour lui-même, avait-il l'habitude de dire quelque part.
Il n'est pas étonnant que j'ai sympathisé avec ce vieil homme grincheux. Son aversion pour l'humanité me paraissait parfaitement logique à ce moment-là. Le livre en main, je suis retourné sur le canapé. Alors que les mots de Schopenhauer sautaient des pages, une étrange sensation m'a envahi, un mélange de réconfort et de tristesse. Réconfort, parce que je ne me sentais pas si seul dans ma frustration. Un célèbre philosophe d'un autre siècle reconnaissait que la coexistence humaine pouvait être un fardeau, mais aussi de la tristesse, car penser de la sorte signifiait accepter une vision très sombre, qu'il valait peut-être mieux se retirer du monde pour ne plus être blessé. Et c'est là, allongé sur ce canapé, dans la faible lumière du salon, que j'ai commencé à envisager réellement cette option. Les jours suivants, j'ai commencé à mettre en pratique cette idée de me retirer de la vie sociale. J'ai réduit au minimum les contacts avec mes collègues, j'ai cessé d'accepter les invitations aux happy hours et j'ai commencé à déjeuner seul dans un coin tranquille. Au début, j'ai ressenti un véritable soulagement. C'était comme si je me débarrassais d'un lourd sac à dos à la fin de la journée. Je n'avais plus à forcer les sourires, ni à supporter les blagues méchantes. Enfin, la paix. Mes soirées étaient consacrées à des activités solitaires que j'appréciais beaucoup. Marathon de séries, écoute de mes playlists préférées, lecture de philosophie. C'est au cours d'une de ces nuits silencieuses que je me suis souvenu d'une célèbre parabole que Schopenhauer avait l'habitude de raconter. Il comparait les relations humaines à l'histoire de porcs épics. Par un jour de grand froid, transi de froid, les porcs épics se rassemblent pour se réchauffer. Mais lorsqu'ils s'approchent trop près, ils finissent par se piquer avec leurs épines et se blessent. Effrayés par la douleur, ils s'éloignent à nouveau, mais ils ont à nouveau froid et tentent de se rapprocher, répétant l'opération jusqu'à ce qu'ils trouvent une distance de sécurité, ni trop près pour se blesser, ni trop loin pour geler. Schopenhauer a utilisé cette fable pour illustrer le fait que nous recherchons le confort des autres, mais que nous sommes également blessés par une trop grande proximité. D'une certaine manière, je me sentais exactement comme l'un de ces hérissons, assez loin pour ne pas être blessé par les épines des autres, mais assez près via les réseaux sociaux ou des contacts sporadiques pour ne pas devenir fou de solitude. J'ai essayé de garder une distance de sécurité, ni isolement absolu, ni intimité étouffante. Si quelqu'un au travail en venait à raconter des ragots ou à débiter des propos négatifs, je me souvenais de la leçon du porc-épic et je gardais mes épines pour me défendre silencieusement. Un « ouhoum » par-ci, un signe de tête par-là, et je m'échappais bientôt dans ma propre orbite. Au début, c'était génial. Je me répétais sans cesse ce dicton populaire. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je ne suis pas devenu un ermite des montagnes, mais j'ai commencé à éviter toute situation où ma tranquillité d'esprit était menacée. Si je recevais une invitation de la part de personnes dont je savais qu'elles ne me conviendraient pas, j'inventais une excuse. J'ai commencé à dire non, beaucoup plus facilement, ce qui était impensable pour moi il y a quelques années, lorsque j'acceptais tout de manière un peu automatique. Un samedi soir, un de mes meilleurs amis m'a invité à sortir. Il était toujours gentil et nos conversations étaient légères, mais j'ai inventé une excuse et j'ai refusé. Après avoir raccroché, je me suis demandé pourquoi j'avais dit non à quelqu'un qui ne m'avait jamais fait de mal. Je me suis rendu compte qu'en voulant éviter les personnes toxiques, j'évitais tout le monde, y compris ceux qui méritaient ma compagnie. Malgré ce malaise, je suis resté ferme dans mon projet de refuge. Après tout, me disais-je, même les penseurs les plus brillants apprécient la solitude. Schopenhauer lui-même a écrit un jour que « la solitude est le lot de tous les esprits exceptionnels.
J'aimais bien cette phrase. C'était presque une justification poétique de mon isolement. Si j'étais seul, c'était peut-être parce que j'avais un esprit exceptionnel. J'ai ri, un peu ironiquement, en y pensant. Bien sûr, au fond, ce n'était qu'une façon de me sentir mieux dans mon isolement. Mais cela a fonctionné un peu. Cela a massé mon ego meurtri. Au fil des semaines, j'ai remarqué des changements en moi. Mon anxiété sociale a beaucoup diminué. Je ne me crispais plus dans l'attente de la prochaine piqûre d'épingle ou du prochain drame, parce que j'avais tout simplement éliminé ces situations de ma vie. J'ai senti mon esprit se calmer considérablement, appréciant des choses simples comme le silence de la maison ou la saveur d'un café non pressé le matin. C'était comme si j'avais éliminé le bruit de fond constant. Cependant, il n'y avait pas que des fleurs au pays de la solitude volontaire. Certains soirs, surtout le dimanche soir, un sentiment de vide m'envahissait. C'était une sorte de désir pour quelque chose que je ne savais pas vraiment quoi. J'avais la paix, certes, mais il me manquait parfois d'entendre un rire qui ne soit pas celui d'un personnage de sitcom, ou de partager une pensée au hasard et d'obtenir une réponse humaine en retour, pas seulement l'écho de mes propres pensées. Je luttais contre cela, me disant que ce n'était qu'une question d'habitude, que bientôt j'apprendrais à me suffire à moi-même. Dans ces moments-là, je me suis également souvenu d'une autre facette de la parabole des hérissons. En fin de compte, ils ont toujours besoin l'un de l'autre pour ne pas geler. En d'autres termes, aussi compliqué que cela soit, nous avons besoin d'un certain niveau de contact humain. C'était une vérité dérangeante pour moi. L'admettre signifiait reconnaître que, même si je fuyais les autres pour éviter de souffrir, la solitude totale pouvait me blesser d'une autre manière. C'était comme si j'étais en équilibre sur un fil. D'un côté, l'enfer des autres, de l'autre, l'abîme glacé de la solitude totale. Et j'étais là, essayant de garder l'équilibre dans ce juste milieu. Avec ce dilemme en tête, j'ai continué ma vie. Travail, maison, quelques contacts bien choisis par message, et ainsi de suite. Je vivais dans une sorte de tranquillité vigilante. Tout allait bien, tant que je gardais la porte fermée à toute toxicité. Pourtant, cette question lancinante revenait parfois. Est-ce vraiment vivre ou survivre en se cachant? C'est alors, au milieu de mon isolement volontaire, qu'un autre philosophe m'est tombé entre les mains, Friedrich Nietzsche. Par curiosité, j'ai repris un de ses livres qui prenait la poussière sur mon étagère, quelque chose que j'avais acheté sur une impulsion intellectuelle, mais que je n'avais jamais vraiment lu. À première vue, l'énergie était différente. Là où Schopenhauer avait un regard pessimiste et résigné, Nietzsche avait un ton stimulant et provocateur. Dès les premières pages, je suis tombé sur la célèbre maxime « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette maxime a touché une corde sensible en moi. Je ne cessais de répéter cette phrase dans mon esprit. Si les mauvaises expériences ne me détruisaient pas, elles pouvaient, d'une certaine manière, me rendre plus fort. J'ai commencé à regarder mes cicatrices émotionnelles différemment. Au lieu de me lamenter sur les blessures causées par des personnes toxiques, j'ai essayé de les voir comme des preuves de résistance, des marques de bataille dont je suis sorti vivant. Nietzsche parlait beaucoup du dépassement de soi et de la création de son propre chemin au lieu de suivre le troupeau. Et c'était vrai, je m'étais détaché du troupeau toxique. Mais avais-je vraiment surmonté quelque chose ou m'étais-je simplement enfui? Cette question m'a mise mal à l'aise. Je me suis rendu compte qu'au fond de moi, je portais encore beaucoup de ressentiment et de peur. J'évitais certaines personnes, mais leurs opinions et leur énergie m'affectaient toujours, même à distance. C'était comme si je leur avais donné un pouvoir sur moi, définissant ce que je faisais ou ne faisais pas. Dans ce cas,
me cacher. Nietzsche avait un concept appelé ressentiment, ce poison que vous crachez intérieurement lorsque vous vous sentez lésé, mais que vous ne pouvez pas réagir. Cela m'a frappé. J'étais plein de ressentiment. Chaque fois que je me souvenais des ragots ou des humiliations voilées, je m'y attardais, alimentant ainsi ma colère, mais je n'extériorisais jamais rien. Ma façon de faire face était de disparaître, de me taire. Nietzsche s'en moquerait probablement. Il prêchait l'affirmation de la vie, le courage d'affronter les défis à cœur ouvert, de transformer la douleur en force créatrice. La fuite ne lui convenait pas vraiment. Un jour, au travail, j'ai décidé de mettre cet esprit à l'épreuve. C'était l'heure du déjeuner, et au lieu de me réfugier dans mon bureau avec mon casse-croûte, comme je le faisais auparavant, j'ai décidé de m'asseoir avec le personnel, dans le garde-manger. Je dois avouer que mon cœur battait la chamade, comme si j'allais me battre en duel. Mais je me suis rappelé, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je n'allais pas mourir en discutant avec eux, même si c'était très dur. Je me suis assis, j'ai salué tout le monde et, pendant quelques minutes, c'était calme. On discutait d'une série en cours, de choses insignifiantes. Peu à peu, cependant, l'ancienne dynamique s'est réinstallée. De légers badinages entre les uns et les autres, les inévitables ragots sur les absents. Avant même que je m'en rende compte, il critiquait déjà un collègue. La personne visée n'était pas présente, bien sûr. En temps normal, j'aurais gardé le silence, en espérant que cela se termine rapidement. Mais cette fois-ci, j'ai ressenti un malaise différent. Je ne voulais plus être complice de ce silence. Je suis intervenu calmement, mais fermement. J'ai fait remarquer qu'il ne serait pas agréable de parler de quelqu'un qui n'était pas là pour se défendre, et j'ai essayé d'orienter la conversation dans une autre direction. J'ai demandé si quelqu'un avait des projets pour le week-end, quelque chose comme ça. À ce moment-là, le groupe s'est figé pendant une seconde. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que moi, je gâche le petit cercle du mal. Un ou deux d'entre eux ont roulé des yeux, et quelqu'un a taquiné « Hi, tu es devenu un saint maintenant ?» J'ai senti mon visage s'enflammer instantanément, ma colère monter. J'ai eu envie de répliquer et de lâcher quelques vérités que je retenais depuis un moment. C'est alors qu'un autre souvenir de Nietzsche est apparu comme un signal d'alarme. Ceux qui combattent les monstres doivent veiller à ne pas devenir des monstres. Cette phrase m'est venue à l'esprit comme un mantra de maîtrise de soi. Je luttais métaphoriquement contre ces attitudes mesquines, mais cela ne servirait à rien si je perdais mon sang-froid et commençais à attaquer à mon tour au même niveau bas. J'ai pris une profonde inspiration et avalé la provocation sans me lancer dans une attaque personnelle. J'ai simplement haussé les épaules et dit quelque chose comme « Je n'aime pas ce genre de discours, c'est tout ». Je suis ensuite retourné manger tranquillement. L'atmosphère à table est devenue un peu gênante, un court silence, jusqu'à ce qu'il change rapidement de sujet. Cette fois-ci, au moins, il parlait d'un film, quelque chose d'inoffensif. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai aussi ressenti une fierté inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas agi contre mes propres principes pour éviter un conflit. J'ai fait face à l'inconfort et, même modestement, j'ai défendu ce que je pensais être juste. À partir de ce jour, quelque chose a changé dans mon état d'esprit. Non pas que je veuille entrer en conflit avec tout le monde, loin de là. J'ai continué à éviter toute confusion inutile, mais j'ai perdu la peur paralysante de déplaire. Si je voyais quelque chose de clairement toxique se passer près de moi, je ne restais plus absolument silencieux. J'ai appris que l'on pouvait se défendre sans perdre la tête. Et surtout, j'ai cessé de me soucier de ce que ce groupe pensait de moi. Nietzsche m'a aidé à comprendre que je n'avais pas besoin de l'approbation de personne
que je ne respectais même pas. Pourquoi mesurerais-je ma valeur à l'aune de l'opinion de personnes avec lesquelles je suis en profond désaccord? Cela n'avait aucun sens. Cette libération intérieure a fait place à une nouvelle question. Si je n'étais plus aussi effrayé ou amer, pourrais-je à nouveau nouer des relations saines avec quelqu'un? Je me suis souvenu de mon amie de longue date, celle dont j'avais refusé l'appel il y a plusieurs semaines, et d'autres bonnes connaissances avec lesquelles j'avais perdu le contact par pur isolement. Il était peut-être temps de reprendre contact. Avec cette idée en tête et le sentiment d'avoir retrouvé une partie de moi-même, j'ai décidé que cela valait la peine d'essayer à nouveau. Peut-être que le problème n'est pas le contact social en soi, mais le choix des personnes avec lesquelles il vaut la peine de se connecter. J'ai tenu ma promesse d'essayer de renouer le contact. La semaine suivante, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé cet ami de longue date, celui-là même dont j'avais refusé l'appel il y a longtemps. Dès qu'il a décroché et qu'il a entendu ma voix enthousiaste suggérant que nous nous rencontrions, j'ai senti la surprise heureuse à l'autre bout du fil. Nous avons convenu de prendre un café un samedi en fin d'après-midi dans un endroit tranquille que nous avions l'habitude de fréquenter il y a des années. Lorsqu'il est arrivé le samedi, il m'a fait un grand sourire et m'a serré sincèrement dans ses bras. J'avoue que cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce bon sentiment d'une étreinte amicale, sans arrière-pensée ni tension. Nous nous sommes assis et avons commencé à discuter. Je me suis ouverte à beaucoup de choses. J'ai dit que je m'étais un peu absenté parce que j'avais besoin de temps pour moi. J'ai mentionné sans trop de détails que j'étais fatigué de certaines personnes et de situations toxiques. Il m'a écouté attentivement, sans porter de jugement. Au contraire, il m'a fait part de sa propre expérience. Tout le monde a eu affaire à des personnes difficiles, n'est-ce pas? Il m'a dit qu'il avait aussi des collègues très négatifs au travail et que cela affectait son humeur, mais qu'il essayait de s'entourer des collègues les plus gentils pour contrebalancer. Tout en l'écoutant, je me suis dit que cet échange honnête était réconfortant. La conversation s'est déroulée avec légèreté, pleine de rires et de bons souvenirs. Nous nous sommes remémorés nos années d'école, les moments où nous nous sommes soutenus mutuellement. Je me suis rendu compte qu'en 2 heures de conversation avec un véritable ami, je me sentais revigoré, à l'opposé de la fatigue qui m'accablait après 15 minutes passées avec des personnes toxiques. La différence était presque incroyable. En lui disant au revoir ce jour-là, j'ai ressenti une véritable gratitude pour l'avoir eu dans ma vie et pour ne pas avoir perdu cette amitié à cause de ma propre négligence. Il m'a même dit « Revenez un jour, nous ferons quelque chose avec les bons ». J'ai acquiescé positivement, sentant que cette fois-ci, je viendrai vraiment. Sur le chemin du retour, en réfléchissant à cette réunion, j'ai réalisé que le problème n'avait jamais été le contact social en soi. Le problème était de savoir avec qui j'étais en contact. Avec la bonne personne, être ensemble est facile, voire nourrissant. Avec la mauvaise personne, chaque minute pèse une tonne. Cela semble évident, mais il m'a fallu passer par un cycle complet d'isolement et de retour pour vraiment intérioriser cette idée. Je me suis souvenu de la phrase de Sartre « L'enfer, c'est les autres » et, pour la première fois, je l'ai envisagé sous un autre angle. Sartre parlait de la façon dont la présence des autres peut être étouffante lorsque nous nous sentons jugés ou définis par elles. Et en effet, vivre avec des personnes toxiques, c'est vivre dans le jugement cruel, la manipulation, c'est sentir qu'on ne peut pas être soi-même sans être attaqué. C'est vraiment l'enfer. Mais cet après-midi-là, en parlant à mon ami, je n'ai rien ressenti de tout cela. Au contraire, je me suis senti libre, à l'aise, pour être moi-même.
J'ai été écouté et accepté sans masque. Avec de vrais amis, le regard de l'autre n'est pas une prison. C'est un doux miroir qui reflète le soutien. J'ai alors pensé que s'il y a un enfer qui est les autres, il y a peut-être aussi une sorte de paradis qui est les autres. Je veux dire que les gens ont le pouvoir à la fois de nous abattre et de nous élever. Un ami loyal, un partenaire aimant, une famille accueillante. Ces relations peuvent donner du sens et de la joie à votre vie. J'avais passé tellement de temps à me concentrer sur la douleur causée par les mauvaises relations que j'en avais presque oublié l'importance des bonnes relations. C'est comme cette histoire. L'eau qui fait couler un bateau peut aussi le faire flotter, selon l'usage que l'on en fait. La présence humaine peut noyer ou sauver, en fonction de la personne et de la manière dont nous sommes en relation. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase attribuée à Sartre. Si vous vous sentez seul quand vous êtes seul, c'est que vous êtes en mauvaise compagnie. Au plus fort de ma réclusion, j'étais vraiment en mauvaise compagnie avec moi-même. Je m'isolais physiquement, mais ma tête était toujours peuplée des voix critiques de ceux qui m'avaient fait du mal. Même seul dans ma chambre, j'entendais encore les échos des humiliations. Je me jugeais encore à travers leurs regards. Peu à peu, au fur et à mesure que je retrouvais mon estime de soi et que je me libérais du ressentiment, cette mauvaise compagnie intérieure a disparu. J'ai commencé à aimer davantage qui j'étais, à apprécier mes propres pensées sans ce filtre toxique. Et cela m'a permis d'être plus à l'aise, à la fois dans la solitude et en présence de quelqu'un. La tête plus légère et le cœur moins armé, j'en suis venu à apprécier énormément la bonne compagnie, qu'il s'agisse d'un après-midi avec une amie, d'un appel téléphonique avec ma mère ou d'une discussion sans prétention avec quelqu'un d'agréable à la salle de sport. Ces petits contacts positifs ont commencé à remplir mes journées d'une manière que rien de solitaire ne pouvait le faire. Ce n'est pas que je sois soudainement devenu monsieur extraverti, loin de là. J'appréciais toujours, et j'apprécie toujours, mes moments de solitude, mes lectures, mes réflexions. Mais je savais désormais que je n'avais pas à craindre chaque interaction. J'avais des options, je pouvais choisir de me rapprocher quand je le voulais et de m'éloigner quand j'en avais besoin. Cette liberté d'aller et venir socialement, sans culpabilité ni panique, a été l'une des plus belles réussites de cette phase. J'ai atteint la fin de ce voyage personnel en me sentant renouvelé. Avec le recul, je me rends compte à quel point le fait de vivre avec des personnes toxiques m'a fait du mal. Mon anxiété était à son comble. Mon estime de soi s'est effondrée, pensant que le problème venait de la socialisation. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que ce n'était pas la socialisation qui était en cause, mais le type d'interaction et les personnes avec lesquelles je gaspillais mon énergie. En me libérant des fréquentations négatives, j'ai gagné de l'espace pour grandir. C'était comme si je sortais d'une pièce étouffante et que je respirais enfin de l'air frais. Mon bien-être s'est considérablement amélioré. J'ai commencé à mieux dormir, à sourire plus spontanément tout au long de la journée et la tension constante dans mes épaules a disparu. En effet, je n'étais plus en état d'alerte permanente, à l'affût de la prochaine critique destructrice ou de la prochaine trahison. Mon esprit pouvait enfin se détendre et se concentrer sur des choses constructives, sur moi-même, mes loisirs, mes objectifs. J'ai également découvert beaucoup de choses sur qui je suis et sur ce que j'apprécie. J'ai appris à fixer des limites, à dire non sans me sentir coupable, à me retirer des situations qui commencent à me blesser, à ne pas me laisser manipuler par le chantage émotionnel ou l'opinion des autres. J'ai appris qu'il est normal de préférer être seul plutôt que d'accepter des miettes d'affection empoisonnées,
Comme le dit le proverbe, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais j'ai aussi appris à dire oui aux bonnes occasions, aux amitiés sincères, aux rires partagés sans crainte et aux conversations qui apportent de nouvelles perspectives. Apprécier la bonne compagnie ne me rend pas moins indépendante ou moins forte. Au contraire, ces liens me donnent le carburant et l'inspiration nécessaires pour être une meilleure version de moi-même. Si Schopenhauer m'a aidé à embrasser la solitude lorsque j'avais le plus besoin de protéger mon cœur, Nietzsche m'a encouragé à ne pas m'installer dans la peur et à transformer la douleur en pouvoir. Et Sartre, d'une certaine manière, m'a rappelé la responsabilité et la liberté que j'ai sur ma propre existence. Je choisis qui je laisse entrer dans ma vie et comment je leur permets de m'affecter. On ne peut pas contrôler la façon dont les autres sont, mais on peut contrôler ma réaction et mes choix. Aujourd'hui, je me sens mieux préparé au monde. Je sais que les personnes toxiques ne vont pas disparaître comme par magie. Il y aura toujours quelqu'un avec une mauvaise énergie dans les parages. La différence, c'est que maintenant, je n'ai plus à les porter sur moi. Je peux garder mes distances. Je peux rejeter leur influence. Je peux choisir de me concentrer sur ceux qui sont bons pour moi. Et s'il m'arrive de rencontrer des situations compliquées, j'ai la certitude de pouvoir y faire face sans m'effondrer ou devenir une personne amère à cause de cela. En fin de compte, j'ai compris que la clé était l'équilibre, ni l'isolement total, ni le plongeon aveugle dans une quelconque coexistence. J'ai trouvé un juste milieu, cultiver des relations positives, tout en gardant un amour de soi suffisamment fort pour apprécier ma propre compagnie. Je marche désormais d'un pas plus léger, sachant que je ne fuis pas, mais que je choisis. Je choisis de me libérer de la négativité imposée et de construire mes propres relations significatives. Cette citation de Sartre qui a fait écho à mes pires moments, « L'enfer, c'est les autres ?» ne me hante plus aujourd'hui. Je comprends ce qu'il voulait dire. Nous pouvons vivre en enfer si nous donnons aux autres, les mauvais, tout pouvoir sur nous. Mais j'ai aussi vu qu'il y a un moyen de sortir de cet enfer. Au lieu de craindre tous ceux qui m'entourent, j'ai commencé à discerner. Et quand on trouve les bons autres, des gens qui ont une bonne âme et qui sont respectueux, on se rend compte que la vie en commun peut être l'une des plus grandes sources de bonheur et d'épanouissement. Je conclus mon histoire avec une conviction. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais c'est encore mieux d'être en bonne compagnie, qu'il s'agisse de la présence de personnes qui ajoutent quelque chose de bon à votre vie ou de votre propre présence. La paix d'être bien avec soi-même. C'est cet équilibre que je cherchais et que, heureusement, je commence à trouver. Et c'est sur lui que je compte désormais m'appuyer, libérée du poids de la toxicité des autres et ouverte au meilleur de ce que la vie sociale a à offrir.